Merci de la confiance renouvelée à la Communication Plus Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le principal titre de ce soir. La formation militaire obligatoire est bel et bien effective en République démocratique du Congo. Le go a été lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouino Zangui, dans la province de la Tchopo. Une fois de plus, bonsoir mesdames, messieurs, merci de vous installer confortablement pour suivre cette édition. Le bilan et perspective du secteur des infrastructures en République démocratique du Congo est satisfaisant. Ce sont là les propos d'Alexis Gisaro Mouvoumi, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Il a tenu ses propos lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre de la Communication des médias porte-parole du gouvernement. Mesdames, messieurs, c'est ce qui va constituer les indispensables de ce soir avec des grâces pièces qui va faire son entrée après ce jingle. Bonsoir des grâces. Bonsoir Christian. Des zéro trou et plusieurs autres projets qui ont été lancés dans la capitale congolaise, même s'il y a encore des trous par-ci par-là, des nids de poules. Mais le ministre des Infrastructures, Travaux publics, M. Alexis Gisaro, confirme que le projet zéro trou a été d'une réussite selon les pourcentages qu'il accorde. Quelle est votre analyse d'abord et en quoi ce projet a été une effectivité, une réussite? Parce que jusqu'à ce jour, il y a encore des routes ou des nids de poules constatés par-ci par-là. Exactement, Christian, vous l'avez dit, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, s'était confié à la presse dans le cadre de la traditionnelle conférence qu'on appelle briefing sur la redevabilité des membres du gouvernement. Cette initiative du ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, qui consiste à inviter chacun des membres du gouvernement pour faire le point, pour faire la lumière sur diverses questions d'actualité que se pose l'opinion. Alors, c'était hier, le ministre de ZITP, Alexis Gisaro, s'était soumis à cet exercice hier face aux professionnels des médias. Alors, en croire le ministre Alexis Gisaro, tous les projets qui ont été lancés par le gouvernement de la République évoluent bien, en tout cas. Y compris les projets zéro trou. Y compris le projet Kinshasa zéro trou et Tchilé Gelou et bien d'autres, en tout cas. En croire le ministre Gisaro, tout se passe bien. Alors, le ministre a bien sûr parlé des infrastructures routières, des bâtiments publics, des infrastructures sanitaires, pourquoi pas les écoles ou les bâtiments de l'État qui sont en train de pousser, en tout cas à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. Mais plus particulièrement, il s'est beaucoup appesanti sur les infrastructures routières parce que, vous le savez, Kinshasa, plutôt la République démocratique du Congo, c'est un pays continent qu'il faut relier par voie de route ou par voie de rail. Est-ce que, attendez, on va évoluer, est-ce que le ministre avait fait aussi allusion aux maisons préfabriquées des militaires? Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Le ministre n'a pas omis de faire le point sur cette question parce que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a freiné ces travaux avec le procès 100 jours et aujourd'hui, rien n'avance. Du côté de la justice a fait son travail, il a établi les responsabilités, mais de l'autre côté, il faut savoir que ce sont les travaux qui doivent se faire sur terrain. Alors, les maisons préfabriqués sont en train d'être construits en ces moments même. Les travaux continuent et encore le ministre très prochainement ce sera livré pour les bien-être des militaires congolais. Alors, dès l'entrée de sa prise de parole, le ministre Gisaro a commencé par faire le point sur le mode de financement des différents projets, notamment Kinshasa zéro trou ou encore Tchilé Gelou, qui étaient les programmes phares de leur gouvernement en ce qui concerne les infrastructures routières. Alors, en croire le ministre, il existe deux modes de financement pour ces différents projets. Il y a le mode de financement sur capitaux ou sur fonds propres du gouvernement, et cet argent provient soit du trésor public, soit c'est financé
par les FONER, qui est le Fonds national d'entretien routier, ou encore du contrat sino-congolais qui consiste à faire l'échange entre les infrastructures qui sont construites par les Chinois et les matières premières qui sont données par les gouvernements congolais. Alors, dans le cadre de ces projets, plutôt dans le cadre de ces modes de financement, il y a les projets Kinshasa Zéro Trou qui en est les projets phares. Alors, là, de l'autre côté, Kinshasa Zéro Trou, c'est pour Kinshasa. Pour Kinshasa particulièrement. Alors, de l'autre côté, il y a aussi le mode de paiement, le mode de financement de partenariat public-privé. Cela consiste à ce qu'un particulier puisse construire une route sur fonds propres et il va se négocier préalablement, bien sûr, avec le gouvernement pour avoir un pourcentage, un taux d'intérêt qui va retirer pour pouvoir tirer bénéfice de son travail. Alors, dans ce cadre, il y a le programme, il y a le projet Tchilégelou qui en est le projet phare ou le projet pilote. On va à ces propos écoutez d'abord le ministre qui explique ces deux modes de financement avant de prendre les deux projets dont on a parlé, le projet Tchilégelou et le projet Kinshasa 03. Alors, il faut préciser que Alexis Gisaro est ministre d'État, donc le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics de la République démocratique du Congo. On va l'écouter à travers cet extrait choisi par notre rédaction. Et nous avons mis en place différents projets. Ces différents projets, les financements sont de trois ordres. Nous avons des projets qui sont financés en ressources propres. Cela veut dire que ce sont des fonds qui viennent soit du Trésor public, soit du Fonds national d'entretien routier, soit du programme sino-congolais, parce que tout ça constitue ce qu'on appelle les ressources propres, parce que ce sont nos moyens propres qui sont utilisés. La deuxième source de financement, ce sont les partenariats publics-privés. Parce que c'est une pratique aujourd'hui qui est étendue, internationalement reconnue. C'est que bien souvent, les trésors publics n'ont pas les moyens suffisants ou a plusieurs dépenses à faire et on a plutôt recours aujourd'hui au privé pour pouvoir entrer en partenariat avec l'État, construire les routes et on trouve des moyens pour qu'ils puissent retrouver les fonds qu'ils auront dépensés, les fonds qu'ils auront investis. C'est en résumé ce qu'on appelle les PPP, le partenariat public-privé. Troisième ordre, c'est le programme sino-congolais. Je pense que tout le monde connaît quel est le programme sino-congolais et dans le cadre de ce programme, nous avons décidé, le gouvernement avait décidé d'échanger nos ressources contre les infrastructures. Donc c'est un programme essentiellement basé sur l'échange entre les ressources et les infrastructures. Donc ça, ce sont les ressources propres. Ensuite, nous avons, comme je l'ai dit, les PPP et enfin, ce qui concerne les financements par les bailleurs de fonds. Alors là, c'était le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Gisaro, qui parle de mode de financement de ces travaux. Mais la question pendante reste pour la ville de Kinshasa, par exemple, le projet Zéro Trou. Où en sommes-nous? Quel a été les bilans tracés par le ministre d'État? Alors, à en croire le ministre d'État Alexis Gisaro, le projet Kinshasa Zéro Trou est effectué à 84%. 84%. Avec tout ce qu'on voit sur les terrains aujourd'hui. Alors, le ministre l'a expliqué parce que tout le monde en parle. Hein, c'est un projet qui a coûté beaucoup d'argent du Trésor public. Alors, tout le monde voulait savoir où est parti cet argent parce que jusque-là, on voit encore des nids de poules par-ci et par-là. Alors, en croire le ministre d'État Alexis Gisaro, que voici en image, ce programme consistait justement à réhabiliter ou à rénover les infrastructures déjà existantes. Donc, entendez par là des voies qui existent déjà, mais qui ont quelques problèmes techniques à différents niveaux. Alors, il y avait 42 artères qui ont été
sélectionnés dans la ville de Kinshasa. Donc comprenez que ce n'est pas du tout l'ensemble de la capitale congolaise qui était concernée par ces programmes. Il s'agissait de points chauds, des points qui pouvaient porter un dysfonctionnement dans les trafics routiers à Kinshasa. Et ces 42 artères touchées sur 82 km du réseau routier quinois. Donc, c'était un projet qui sont encore aujourd'hui dans l'état de délabrement. C'est aussi un constat. Exactement. Alors, à en croire le ministre, le projet a été réparti en deux phases. Il y a eu la première phase qui est plus ou moins déjà achevée. Il a évalué donc à 84%. Il en reste la deuxième phase qui va concerner aussi d'autres artères. Donc, pour la première phase, sur les 42 artères, il y a eu 38 qui ont été déjà complètement réhabilitées conformément au cahier des charges qui était soumis sur la table du gouvernement en rapport justement avec ce projet. Pour plus de détails, on écoute à nouveau le ministre d'État Alexis Guizarro. Alors ensemble, nous allons encore écouter le ministre d'État Alexis Guizarro qui donne des précisions par rapport au projet zéro trou. Zéro trou, est-ce que c'était bien conçu déjà ou bien c'est un concept qui devrait avoir une autre signification? On va d'abord suivre le ministre. Alors, s'agissant des projets en ressources propres, vous avez entendu parler du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou est un projet qui est totalement financé par le Trésor public, où nous avions voulu, au travers de ce projet, remettre en état de praticabilité les voiries existantes. Des voiries existantes qui présentaient une certaine dégradation, et donc le Trésor public a mis les moyens à la disposition de l'Office de voirie et de drainage qui pilote ce projet, afin d'identifier quelles sont les artères qui constituent des goulets d'étranglement pour permettre qu'il y ait une circulation beaucoup plus fluide. Et nous avons commencé par identifier à peu près 42 artères sur un linéaire de 86 km. Il y a différentes artères que peut-être à titre d'illustration nous pourrons citer. Vous aurez les tableaux. Nous avions subdivisé ce projet Kinshasa Zéro Trou, les 42 artères, en deux lots. Le lot 1, qui est aujourd'hui totalement achevé. Il s'agit par exemple des avenues telles que l'entrée Njili, les avenues OUA 1 et OUA 2, les avenues Bassoko, les avenues Victoire, Haute Tension, Boucle Kimbetele. Tout un certain nombre d'artères, il y en a exactement 26, qui sont totalement achevées par rapport à cet objectif. Je précise, comme je l'ai dit, c'était des avenues qui présentaient des dégradations qu'on a remis en état. Donc, Kinshasa Zéro Trou, aujourd'hui, de manière générale, nous pouvons dire que nous avons atteint notre objectif à peu près à 84%. Toutes les avenues qui étaient programmées dans le cadre de ce projet, comme je venais de le dire, ont été soit achevées, soit elles sont... Voilà, là c'était dans ce qui concerne le volet zéro trou. Et si nous pouvons parler aujourd'hui par exemple du projet Tshilé-Gelou, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux avancées concernant ce secteur? Alors il faut tout d'abord souligner, Christian, que le projet Kinshasa Zéro Trou a été financé sur fonds propres du gouvernement congolais. Alors, en rapport avec le projet Tshilé-Gelou que vous venez d'évoquer, il s'agit plutôt d'un partenariat public-privé entre l'État congolais, le gouvernement, et un entrepreneur privé. Alors, ce projet qui a été lancé en 2021 a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de couacs. D'ailleurs, les médias en ont parlé, disant que c'était un échec battant de la part du gouvernement congolais. Mais le ministre d'État donne plutôt un avis contraire à l'en croire. Le projet Tshilé-Gelou, qui en Chiluba, vous le savez mieux que moi, signifie
Projet pilote. Projet pilote, voilà. projet exemplaire, vous l'avez dit, Christian. Alors, ces projets qui étaient censés être l'exemple des infrastructures, la démonstration même de la réalisation, de l'implémentation de la vision du chef de l'État sur les infrastructures à Kinshasa, mais aussi dans l'espace Grand Kasaï, a connu un sérieux problème. Encore le ministre, ces problèmes est dû justement au retard d'acheminement des matériaux parce que, vous le savez, l'espace Grand Kasaï est enclavé, oui, et le seul moyen d'acheminer les matériaux, c'était à partir de Lubumbashi et il fallait faire 800 km environ pour atteindre les Grands Kasaï et cela posait problème suite aussi au mauvais état des routes, surtout en saison de pluie. Alors, à en croire les ministres, il y a quand même des avancées significatives qui sont enregistrées. Les travaux sont à évaluer à 45% à ces jours. Mais comme je l'ai dit tantôt, les travaux ont été stoppés en attendant de requalifier, j'emprunte bien le mot du ministre, les temps de requalifier les travaux et pourquoi pas voir aussi avec un autre entrepreneur parce que c'est lui qui avait contracté ce marché avec le gouvernement, n'était pas à même de solidifier le sol de l'espace Kasaï pour permettre à ce que les infrastructures tiennent plus longtemps parce que les Kasaï, on compte beaucoup de têtes d'érosion. Donc, lorsqu'on veut bâtir de tels édifices, il faut se rassurer que ça ne partira pas sous la pression de la pluie. Alors, le ministre en a fait le point aussi au cours de ce même briefing presse. Je crois que ce sera la dernière intervention du ministre qu'on va prendre au cours de cette édition, mesdames et messieurs, et on se retrouve juste après. Pour Kinshasa, il était prévu de pouvoir construire, moderniser 40 km. Exactement. Alors, il est vrai que lorsqu'on parle de Tshilé-Gelou, on parle entre guillemets d'un échec simplement à cause des délais qui ont été en quelque sorte dépassés. Et dépassés, je veux dire, de manière quand même assez importante. Quelle a été la problématique? Dans l'espace Kasaï, tout le monde sait que c'est un espace aujourd'hui qui a un problème d'enclavement. C'est-à-dire que l'acheminement des équipements, des matériaux pose un problème sérieux. Pour pouvoir aller réaliser des projets d'infrastructure routière au Kasaï, il y avait essentiellement comme voie partir du Katanga, parce que c'est là que les gens s'approvisionnent en termes de ciment, en termes de essentiellement tout ce qui entre comme matériaux. Et il fallait donc parcourir pratiquement 700-800 km qui séparent les provinces du Lualaba jusque Lubumbashi, je veux dire de Lubumbashi et puis de Kolwezi, jusque dans les capitales Mbujimaï, Kananga. Ce qui posait un gros problème parce que l'état des routes posait problème. L'autre entrée, c'est par l'Angola, en passant par les frontières de Kalamambouji ou la frontière de Kamako. Toutes ces voies n'étaient malheureusement pas en état pour pouvoir permettre justement un approvisionnement aisé de l'espace Kasaï. Ceux qui vivent en Mbujimaï savent que généralement, lorsque la saison de pluie arrive, du fait que la route se dégrade, généralement même le prix d'essence augmente. Toutes les denrées augmentent. Donc, sur cet espace-là, le problème qui s'est posé par rapport à ce projet Tshilé-Gelou, c'est celui-là. Des grâces spéciales avant de me séparer d'avec vous, est-ce qu'on peut avoir le courage de dire que les bilans du président Tshisekedi pourra reposer aussi sur le ministère des Infrastructures? Exactement, bien sûr, parce que les infrastructures, tant routières, les bâtiments administratifs, pourquoi pas les infrastructures hospitalières ou encore les écoles sont là. Parce que là, on n'a pas parlé des 145 territoires. Pas du tout, pas du tout. Là, on est resté focus sur les routes particulièrement parce que ce sont parmi les indicateurs de développement socio et économique dans un pays. Je tiens d'ailleurs
à faire ces clins d'œil du ministre Alexis Guizaro qui a, par ricochet, annoncé que environ 5600 engins destinés à la construction ou à la réhabilitation des infrastructures routières ont été commandés en Chine et 115 sont déjà sur les sols congolais et 200 autres vont être acheminés d'ici le mois de décembre prochain, le tout pour amplifier justement cet élan de la reconstruction du pays, cet élan de ramification par le réseau routier de l'ensemble du territoire national. Merci des grâces, Pessi, et bon début de week-end. Merci. Je vous libère et madame, messieurs, nous allons continuer juste après cette transition. Alors, nous allons changer de chapitre direction à la primature et saluant la récente publication du décret des chefs de division et chefs de bureau de l'administration publique. Les syndicalistes des SIRAP ont déposé un mémorandum de remerciements au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plus de détails dans ses commentaires de Divin Chiswaka. Sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le directeur de cabinet, le professeur Gaspard Ngondakoyi, a reçu à la primature une délégation de syndicalistes membres des SIRAP, conduite par leur président, ingénieur Paul Yapai Makengo. Ces syndicalistes sont venus remercier le Premier ministre et par ricochet le président de la République pour respectivement la publication du décret numéro 23/34 du 28 septembre 2023 de chef de division et chef de bureau de l'administration publique. 3 ans après, les agents des carrières et des services publics de l'État venaient de recevoir les décrets des chefs de bureau, chefs de division signés par le Premier ministre. Ce qui est d'historique dans ce pays, nous on voyait seulement les décrets des militaires à son temps, des policiers à son temps, mais aujourd'hui, depuis le 28 septembre, que les chefs du gouvernement venaient de signer. C'est un signe de remerciement que le syndicat SIRAP qui est venu remercier parce que c'était l'une de leurs revendications. Deuxième chose, le Premier ministre a poussé les ordonnances des directeurs de l'administration publique qui aussi depuis des décennies n'ont jamais eu des ordonnances. C'était passé à son cabinet et il a envoyé au chef de l'État. Le 4 août, le chef de l'État a signé les ordonnances pour les directeurs de l'administration publique. Signalons que la décision d'effectuer cette marche pacifique de remerciement à l'endroit du président de la République et du Premier ministre a été prise à l'unanimité le 4 novembre 2023 à l'issue de l'Assemblée générale des agents, cadres et hauts fonctionnaires de l'administration publique, membres du syndicat SIRAP. Et pour sa part, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, s'est dit prêt à sécuriser les élections prévues pour le 20 décembre 2023. Il s'est exprimé ainsi au cours d'un échange qu'il a eu jeudi dans son cabinet de travail avec une délégation de la communauté de l'Afrique de l'Est. Gianni Jaron Gamazita.
Ces échanges entre les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et cette délégation de la communauté d'Afrique de l'Est a duré plus d'1 heure. La situation sécuritaire et les élections ont fait l'objet de ces échanges. La délégation de l'EAC a vivement salué la détermination du ministère de l'Intérieur à sécuriser le processus électoral. Nous avons eu de bonnes discussions avec le ministre de l'Intérieur. As EAC, we are interested in the electoral process and democracy of DRC. Et comme l'EAC, nous nous intéressons au processus électoral et la démocratie en RDC. C'est pourquoi le secrétaire général nous a envoyés ici pour venir rencontrer les parties prenantes dans le processus électoral. Et nous sommes venus pour voir le ministre pour savoir en fait quel est l'état de préparation, surtout en matière de sécurité pour les prochaines élections. Le ministre nous a informé qu'il y a des contraintes sécuritaires, mais ils sont en train de gérer. Ils maîtrisent en fait. Il nous a parlé de la situation à l'est du pays. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il nous a dit qu'ils sont bien préparés pour sécuriser les élections par le recrutement et la formation du personnel. Je pense, comme pays, et d'après son explication, ça montre que le pays ou le ministère est bien préparé pour sécuriser les élections. Parce qu'il y a des dispositifs pour sécuriser les équipements de la CENI, sécuriser en fait tout ce qui est dans le processus électoral. Au cours de cet même entretien, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a évoqué également d'autres défis qui restent à relever sur le plan sécuritaire, où il a parlé, entre autres, de l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. La formation militaire obligatoire des étudiants, l'EGO, a été lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi à Bengamisa. Nous sommes là dans les territoires de Banalia, la province de la Tchopo. Commentaire Neville Kabongo. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Nzangi a procédé au lancement de la première vague de la formation militaire des étudiants volontaires à Bengamisa dans les territoires de Banalia dans la province de la Tchopo. Moïse Nzangi a remercié ces jeunes étudiants qui ont répondu à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi à la mobilisation générale pour défendre la nation. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. Tout est mis en œuvre par le gouvernement pour une bonne formation, a affirmé Moïse Nzangi à ses étudiants. Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que sur le site ici, vous allez avoir la bonne formation et toute la formation. Vous aurez des drones, vous aurez des armes, vous allez tirer. Rappelons par ailleurs qu'une série de mesures avait été prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, dont la formation militaire obligatoire pour les étudiants dès la rentrée académique 2023-2024. Écho des partis politiques, le parti politique Autre Vision du Congo, AVC, parti cher au ministre Didier Boudjimboun-Toubouanga, tient à accompagner le président Félix Tshisekedi pour sa réélection. La déclaration est de Mme Reine Pembe, secrétaire nationale en charge de la logistique. C'était lors d'un entretien qu'elle a eu sur les antennes de la communication plus télévision avec Neville Kabongo. On va prendre cet extrait pour vous. Et pourquoi aujourd'hui on ne sent pas la femme congolaise s'émanciper et occuper des fonctions qu'il faut? La femme congolaise est émancipée en général. Ce que vous constatez, c'est probablement
le reflet de l'histoire, de la culture dans laquelle nous sommes imprégnés, où on a cantonné la femme à un certain rôle qui lui permet d'accompagner solidement les hommes, mais qui leur permet d'accompagner les hommes dans les prises de décision. Alors aujourd'hui, avec les ambitions naturelles et tous les droits que celles qui nous ont précédés ont lutté pour nous permettre d'en bénéficier, nous avons de plus en plus des femmes, la plupart des femmes sont dans cette démarche où elles veulent justement accéder à des postes à décision, à des postes clés. Mais c'est vrai qu'avec un retard lié justement à tout cet héritage, il y a peut-être... les femmes ont été timides, ont été intimidées, si je peux dire. Mais vous pouvez constater clairement dans toutes les couches de la société aujourd'hui que les femmes sont de plus en plus actives et veulent justement se donner le droit d'accéder à l'arène. Je pense peut-être que cette femme-là, ça sera peut-être vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vous avez parlé de l'AVC. J'aimerais savoir comment se porte l'AVC. Très bien, très bien. Après 7 ans d'existence, nous avons eu le temps d'appréhender et de réellement retrousser les manches sur la scène politique et adopter, épouser une vision qui va dans l'idéologie de notre parti. Et nous le voyons aujourd'hui avec les nombres de candidats que nous avons réussi à aligner, avec une réelle motivation pour accéder aux différentes candidatures. Nous avons atteint notre seuil de recevabilité qui n'était pas facile et qui n'a pas été facile pour beaucoup de partis qui existent peut-être même depuis avant nous. Mais AVC a démontré par justement son implication et son activisme dans la scène politique combien elle est solide et qu'elle est comment dire, pleine de travail dans le fond, sous la vision et sous la direction de notre autorité morale qui est Maître Didier Boudimou. Donc, si je peux comprendre, est-ce qu'aujourd'hui l'AVC est une machine? Est-ce que vous allez permettre vraiment la réélection du président de la République, comme vous le dites? Si on commence, les élections sont un processus, n'est-ce pas? Oui. On est inscrit sur un processus. Aujourd'hui, le premier qu'on a atteint, c'était peut-être d'aligner les candidats. Vous avez vu? Regardez nos candidats, Regardez le nombre de personnes qu'on a pu aligner. Aujourd'hui, nous sommes un parti. C'est vrai que AVC est membre de l'Union sacrée, mais aussi, on parle aujourd'hui de AVC et alliés. Donc, nous sommes un groupe de partis politiques conduits ou en tout cas guidés par le même idéal aujourd'hui. Nous avons clairement démontré à ce stade du processus que nous sommes bien dans l'arène et nous sommes bien parés pour affronter ces prochaines élections. C'était là Madame Reine Pembe, secrétaire nationale en charge des logistiques au sein du parti AVC, Autre Vision du Congo. Elle répondait aux questions de Neville Kabongo lors de l'édition des 13h. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel du principal titre de cette édition. La formation militaire obligatoire est bel et bien effective en République démocratique du Congo. Le go a été lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi dans la province de la Tchoko. Merci mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci également à Israël Play qui a assuré la prise des vues. Merci à Neville Kabongo qui était à la régie avec Bondi Voukoulou. Merci à Pierrot et tout le monde qui a assisté à cette édition, mesdames, messieurs. Nous vous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition. Merci, au revoir.